María Antonio Trujillo, universitaire espagnole et ancienne ministre du Logement dans le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero, a déclaré qu'il existe une grande ignorance non seulement sur le Maroc actuel, mais aussi sur son histoire, ce qui a abouti à la falsification de l'histoire et de la géographie, ainsi que le présent du pays, et la construction de nombreux sujets qui ont pris une forme rigide. Cela ne correspond pas à une analyse sérieuse des données, car il a engendré tellement de faux amis, qu'il est difficile de trouver un bouton pour désactiver leur activité. La même porte-parole a confirmé, dans une interview au journal Express, à paraître plus tard, en réponse à sa position sur la proposition d'autonomie et la proposition marocaine de mettre fin au conflit artificiel au Sahara, que l'aspect historique est la ligne d'analyse qui a donné de nombreux auteurs la plus grande quantité de manipulation, non seulement les Espagnols mais aussi les étrangers, qui ils ont remis en question à la fois l'existence historique du Maroc, en tant qu'entité politique, culturelle et sociale, et l'unité du royaume, sans tenir compte du fait que de nombreux pays, dont l'identité et l'unité aujourd'hui ne peuvent être niées, et qui tout au long de l'histoire ont souffert de désintégration de toutes sortes, Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne et Italie, sur l'exemple, mais sans s'y limiter, la même chose qui s'est produite avec le Maroc. La ministre espagnole elle-même a expliqué que la triade de l'ignorance et de l'oubli, ainsi que la délibération à l'égard des faits historiques et géographiques, ont causé de nombreux malentendus au sein de la communauté internationale, soulignant que le Maroc est un pays souverain et indépendant, avec 12 siècles d'histoire, et bien que le colonialisme ait occupé une place importante dans le pays, cependant, cela n'a pas affecté son unité ou son identité, car il a réussi à libérer une partie de son territoire en 1956 et a ensuite récupéré tout le territoire national, la partie qui était sous protection espagnole, Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et le Sahara en 1975. María Antonio Trujillo ajoute que le différend sur le Sahara est un conflit artificiel qui n'existe que dans l'arène politique internationale, car pour un simple analyste, l'histoire et la réalité sont très différentes, soulignant que le Sahara n'est pas une colonie, ni de la point de vue du champ territorial, ni de l'histoire, ni du droit parti du sol marocain d'une manière ou d'une autre à travers l'histoire. La porte-parole a souligné que les nombreux traités bilatéraux signés au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, par le royaume, confirment les liens de loyauté entre les rois du Maroc et les tribus du Sud dont la Cour internationale de justice a reconnu à La Haye en octobre 1975, soulignant que le différend sur le Sahara n'est pas une lutte pour l'autodétermination, selon cette vieille approche selon laquelle l'autodétermination et l'indépendance, c'est plutôt une question complexe pour un État qui veut compléter l'unité de ses territoires. L'universitaire et expert en droit constitutionnel a rappelé les expériences constitutionnelles et juridiques de 1971 et 1997, soulignant les grands efforts déployés par le Maroc pour mettre en œuvre la voie de la régionalisation avancée, qui est actuellement formée de 12 régions, dont les 3 régions de son sud, renforçant l'économie locale, la consolidation de la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, résider un nouveau modèle de développement, et a ajouté que le Maroc a franchi une étape importante dans sa constitution de 2011, dans le but de créer un nouveau modèle régional qui inclut le pluralisme et la diversité, consacrant pour la première fois dans son histoire constitutionnelle en tant que partie de la région, chapitre X, et déclarant également, à l'article 1.4, que l'organisation du royaume est décentralisée. Elle repose sur une régionalisation avancée. Il a déjà inclus la région contestée du Sahara dans ses 7 premières zones économiques, sur 16 régions en 1997, et 12 régions depuis 2015. La même porte-parole a confirmé que le Royaume du Maroc exerce ses pouvoirs sur cette région, et si la réalité de ce pays, de ses institutions, de ses terres et de son peuple est connue, nul ne doutera que la souveraineté marocaine sur la région du Sahara a toujours existé, ce qui débouche sur la confirmation que le Sahara d'un point de vue juridique est marocain. Cependant, a-t-elle ajouté, mais peut-être que le Maroc a voulu aller plus loin dans cette voie de division régionale, comme l'appel lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies aux parties à le conflit, pour trouver une solution politique réaliste, pratique et durable à la question du Sahara, a reçu une réponse constructive du Maroc. En 2007, il a présenté son plan pour l'autonomie du Sahara. Il s'agit de l'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine. Et la porte-parole d'ajouter, je pense, comme certains des écrivains de référence actuels, que l'autodétermination / indépendance a terminé son cycle, et qu'il est inutile de régler la question du Sahara,
un différend régional et traditionnel, car le plan d'autonomie présenté par le Maroc résout ce problème. María Antonio Trujillo a également indiqué que, parallèlement à l'exercice par le Maroc de sa souveraineté sur la région du Sahara, il a également effectué un grand travail diplomatique dans le monde, évoquant le soutien qu'il a reçu sur la scène internationale, de la part d'observateurs objectifs et de nombreux pays africains et d'autres continents, qui n'a pas tardé à reconnaître les efforts du pays pour proposer l'autonomie du Sahara comme seule issue à cette polémique, et à accorder à des pays comme les États-Unis, la France et l'Allemagne ces dernières années, et plus récemment le gouvernement espagnol, légitimité à la proposition de 2007. En ce qui concerne l'Espagne, cite María Antonio Trujillo, le Premier ministre Pedro Sánchez Aguirre a envoyé une lettre au roi Mohammed VI le 14 mars 2022. Véhiculant quelques idées pour la nouvelle relation entre le Royaume du Maroc et l'Espagne, basée sur la transparence, la communication permanente, l'échange respect des accords signés entre les deux parties, et s'abstenant de toute action unilatérale, étant donné que les deux royaumes sont étroitement liés par les passions, l'histoire, la géographie, les intérêts et l'amitié commune, dans laquelle il reconnaît l'importance du Sahara problème pour le Maroc, et ses efforts sérieux et crédibles dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable pour les deux parties, et considère que la proposition marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre ces contestations. En conséquence, ajoute la porte-parole, le Premier ministre espagnol a rendu visite au roi du Maroc, où ils ont discuté en profondeur des relations bilatérales et adopté une déclaration commune, signée le 7 avril 2022. Portant sur une nouvelle phase du partenariat entre les deux pays, fixant une feuille de route permanente et ambitieuse. Le premier des 16 éléments inclus dans la nouvelle feuille de route confirme que l'Espagne est consciente de l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que des efforts sérieux et crédibles qu'elle déploie dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuelle et acceptable. La solution, en ce sens, Madrid considère l'initiative marocaine d'autonomie, qui a été présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre ce conflit, déclare le même porte-parole. Elle a également souligné que la même ignorance prévaut concernant le plan d'autonomie du Sahara soumis en 2007, comme c'est le cas pour l'histoire et les affaires du Maroc, et malgré l'existence d'une littérature scientifique abondante, les écrits traitant de la position marocaine sont moins nombreux que ceux qui le critiquent. À propos de ce plan, autonomie sous souveraineté marocaine, défenseurs et détracteurs se sont également exprimés sans réelle connaissance de son contenu. La même académie estime que lorsque le Maroc s'est engagé dans cette voie en 2007 dans le but d'inscrire l'autonomie de la région du Sahara dans la Constitution dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, avec une singularité qui le distingue du reste des régions, il a peut-être franchi une étape importante dans la réflexion sur un modèle possible, décentralisé et sans précédent. Le privilège de l'exclusivité pour une région ou un territoire particulier afin de pouvoir donner un équilibre à son modèle, de pouvoir disposer de la diversité sans avoir à nuire à l'unité du pays, et à souligner que ce modèle asymétrique est connu dans le monde occidental, car il présente certaines similitudes avec des modèles asymétriques décentralisés au Canada ou en Belgique, en Espagne ou en Italie, entre autres exemples. Ainsi, l'orateur souligne que l'initiative marocaine respecte les modèles comparatifs de décentralisation territoriale, même s'ils ne sont pas uniformes, répartition des compétences entre l'État et la région, ressources économiques suffisantes, autonomie, respect de l'unité et de la souveraineté de l'État. À cela s'ajoute une garantie supplémentaire représentée par la révision constitutionnelle et l'inscription de cette autonomie de la région du Sahara dans la Constitution en tant que bouclier constitutionnel, comme elle l'a dit. Rien n'empêche le Maroc de bénéficier de cette proposition. Différences qui peuvent être faites au niveau de la composition territoriale de l'autorité. Enfin, le plan d'autonomie du Sahara prend comme exemple les régions autonomes d'Espagne, et ce plan peut fonctionner, en commençant par le potentiel positif, quelles que soient les faiblesses et les failles de notre système. L'ancienne ministre a conclu son discours en disant que la scène générale dans les provinces du Sud a connu de réels et sérieux progrès économiques et sociaux grâce au nouveau modèle de développement. Cette avancée, à laquelle s'ajoute le nouveau statut d'autonomie de la région du Sahara, peut sans doute contribuer davantage à ouvrir la porte à l'Afrique, profitant de l'histoire commune et de l'interdépendance mutuelle au cours des siècles, pour présenter une vision stratégique qui contribue à construire l'édifice africain,
le renforcement de l'intégration régionale et la lutte contre les différences sociales, et la coopération pour la réalisation d'économies fortes sur la base de la solidarité et de la responsabilité, soulignant que l'avenir de l'Afrique sera dessiné par une main africaine, et le Maroc est à l'avant-garde.